Les 10 conseils, tout d'abord, ça va être d'être capable, en effet, de faire un formulaire court, de soigner la présentation, de proposer les enquêtes multi-supports, de tester l'enquête. Mais vous allez voir, on va dérouler tout ce processus ensemble. Donc là, il est juste affiché pour vous pour le moment, et on va aller dans le détail par la suite. Qui sommes-nous chez Vocasa et pourquoi du coup on a cette expérience-là des enquêtes de satisfaction client? Tout simplement parce que ça fait plus de 15 ans que l'on en fait. On a plus de 300 clients dans ce domaine-là. Et ça fait plus de 15 ans également qu'on propose des innovations majeures sur le domaine de la satisfaction, notamment client, mais aussi collaborateurs. Et on a une présence sur Paris, Avignon, Grenoble. Nous avons différents produits. Tout d'abord des outils pour faire des enquêtes, des prestations de services et des outils également pour mesurer la satisfaction au sens large, dans le but de piloter l'amélioration continue, tout en facilitant l'adhésion des équipes, puisque on le verra quand on fait notamment des beaux projets de customer experience, de CX notamment, l'adhésion des équipes internes est très importante pour que ces projets-là se passent bien. On va maintenant directement aller sur les 10 conseils pour bien conduire une enquête de satisfaction. C'est un webinaire qui est principalement à destination des personnes qui démarrent une activité de satisfaction client ou qui ont des doutes pour certains projets peut-être. Donc là, ça va être vraiment l'idée de vous donner les bonnes informations pour que vous puissiez bien piloter les choses. Premier élément, un questionnaire, une enquête, notamment en 2021, ça doit être quelque chose de court. Et donc, on s'applique ici la méthode qu'on appelle la méthode KISS, c'est-à-dire Keep It Short and Simple. L'idée, c'est de faire des enquêtes très simples, très courtes, pour faire que les taux de retour soient bons. Une enquête trop longue, directement, ça nuit au bon taux de retour et ça décourage les répondants. Il faut absolument éviter deux tentations dans les enquêtes. La première, c'est de vouloir, entre guillemets, amortir le coût d'une étude en posant plein de questions. Parce qu'au final, c'est pas forcément ça qui va pouvoir vous aider. Et finalement, une enquête, notamment des enquêtes sur Internet, ça coûte pas très très cher si on compare ça par rapport à du téléphone ou des enquêtes par papier, par exemple. Donc, mieux vaudra des fois faire plus d'enquêtes en posant moins de questions plutôt que d'avoir la tentation de faire un questionnaire de 50, 70, 100, 200 questions comme on peut voir parfois. L'autre élément à éviter, c'est de vouloir tout demander parce que justement, ça fait 5 ans, 3 ans, 10 ans qu'on n'a pas fait d'enquête. Et donc, du coup, on se pose plein de questions. Et comme on a un moment pour faire une enquête, on se dit on va poser toutes les questions qu'on n'a pas posées depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Ça, c'est quelque chose à rigoureusement éviter également. Et si on doit donner des grands éléments sur une bonne enquête de satisfaction client, ça va dépendre des secteurs, ça va dépendre si on est B2B, B2C, etc. Mais une bonne enquête en 2021, ça fait 10 à 25 questions à peu près. Au-delà de ça, les taux de retour vont commencer à s'éroder parce qu'on a justement posé trop de questions. Donc ça, c'est évidemment très, très, très important à avoir en tête. L'autre point, deuxième point, ça va être de soigner la présentation. Soigner la présentation, ça veut dire d'être capable de faire des enquêtes agréables qui rendent une expérience agréable pour le répondant. Là, il y a des points fondamentaux qui sont à prendre en considération. Si vous voulez avoir un bon taux de retour sur vos enquêtes, il faut tout d'abord que votre répondant potentiel vous identifie clairement, évidemment dès l'email ou dès le SMS qu'il va recevoir ou sur une copine ou autre selon la méthodologie de collecte, mais aussi directement dans l'enquête. Si finalement il reçoit une enquête, en effet peut-être de votre email, mais que derrière c'est un lien qui pointe vers une solution américaine, etc., qui ne vous identifie pas vous en tant qu'entreprise, ça directement, ça fait baisser les taux de retour. C'est un point très important qui est vraiment d'avoir votre charte graphique dans l'enquête. Et donc, que la solution que vous utilisiez soit une solution plutôt marque blanche, comme on appelle, pour faire que vous puissiez vraiment être représenté dans votre enquête. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire de mettre évidemment vos logos, vos codes couleurs, vos polices, vos caractères, vos codes couleurs différents si vous allez dans la police ou dans le logo, etc. Il va falloir également soigner la navigation et la mise en page. La navigation, c'est d'être très clair en fait dans l'enquête. Le but, c'est de faciliter l'adhésion et la tâche des personnes qui vont vous répondre, avec notamment des éléments visuels qui permettent déjà de savoir où on en est dans le questionnaire.
J'ai par exemple voulu répondre à une enquête d'un grand transporteur ferroviaire il n'y a pas très longtemps, et puis j'avais déjà passé 3 minutes sur l'enquête, et puis j'en étais que à 3% de l'enquête. Ça, c'est assez décourageant, et puis ça m'a fait abandonner du coup directement cette enquête-là. Il y a une chose importante dans les enquêtes et 2 écueils qu'il faut vraiment éviter. Le premier écueil, c'est de mettre toutes ces questions sur une même page. Ça, c'est le meilleur moyen de décourager le répondant. Et quand on a notamment, par exemple, 20 questions, si on les affiche toutes sur la même et première page, c'est le meilleur moyen de faire fuir les gens, et ça, faut l'éviter. Le deuxième écueil, c'est l'écueil inverse. Et du coup, c'est de vouloir mettre une question par page, puisque là, les règles du web s'appliquent dans les enquêtes comme pour un site internet. Plus il y a de clics à faire, plus le taux d'abandon sera important. Et donc, ce qu'il faut réussir à faire, c'est faire généralement, nous, ce qu'on conseille, c'est une page par thématique d'enquête. Et très souvent, dans une enquête, on peut avoir 3 thématiques, par exemple. Et puis, sur la thématique numéro 1, vous aurez peut-être 3 questions. Sur la thématique numéro 2, il y aura peut-être 6 questions. Mais du coup, ça rentre dans une certaine logique là-dessus. Et ça, c'est évidemment très, très important pour maintenir un bon taux de retour également. Donc, véritablement, soigner la présentation de votre questionnaire. C'est un peu un lieu commun que de le dire, mais une belle enquête donnera plus de réponses qu'une enquête pas très attirante, pas très sexy, pas très jolie. L'autre élément, c'est de proposer une enquête multi-support. Multi-support, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre questionnaire, votre enquête, votre formulaire, il va s'adapter sur le device, sur l'appareil sur lequel il va être lu. Et donc ça, c'est très important, évidemment. On a les statistiques sur 2020. Sur 2020, plus de 60% des réponses aux enquêtes par email se sont faites depuis des smartphones. Ça veut dire qu'il y en a encore beaucoup qui se font évidemment sur des ordinateurs ou autres, assez peu finalement sur les tablettes, mais le mobile, le smartphone est un vrai facteur de taux de réponse, et donc il faut vraiment bien réfléchir à ça. Et notamment vient se greffer là-dessus les logiques de ce qu'on appelle le responsive design ou le mobile first. Et là, il faut vraiment s'appliquer des logiques de responsive design, puisque comme je vous l'ai dit, 60% des gens vont répondre depuis un smartphone. C'est une moyenne, hein, ça va dépendre évidemment de votre secteur d'activité. Ça veut dire aussi qu'il y a 40% des gens qui vont répondre depuis un ordinateur. Et donc, quand on a fait une enquête qu'on appelle plutôt mobile first, qui va être très adaptée pour un téléphone portable, très souvent, ça peut donner une enquête toute petite au milieu d'un grand écran quand on est sur un ordinateur. Et ça, c'est aussi quelque chose à éviter, évidemment, dans tous les cas. Donc, vraiment, la notion de responsive design est très, très importante pour faire des enquêtes qui donnent des bons taux de retour. L'autre point, c'est d'être capable de tester son enquête. Tester son enquête, ça se fait à plusieurs niveaux. Quand on a des centaines, des milliers, voire des centaines de milliers, ou parfois des millions, comme certains projets que l'on peut gérer, on peut légitimement se poser la question de faire tester un petit peu son enquête avant de l'envoyer, pour éviter des erreurs aussi basiques que des fautes d'orthographe, évidemment, mais aussi de tout ce qui est navigation, d'utiliser du jargon ou des acronymes à l'intérieur de votre enquête, sont également des choses évidemment à éviter. Donc, il faut faire attention sur ces points-là à la formulation des questions, et l'envoyer à des personnes tierces permet de bien travailler ça, sur tout ce qui est navigation et la logique également dessus, et puis sur tout ce qui est personnalisation, puisque dans une enquête professionnelle et bien faite, on peut dire par exemple dès la première page de l'enquête, bonjour Johan, merci de bien vouloir répondre à l'enquête, etc. Donc ça, c'est des éléments très, très, très importants évidemment. Dans les enquêtes, pas de jargon, pas d'acronyme, pas de questions à double sens, pas de questions biaisées, pas de mauvaise échelle de satisfaction, donc avec ce qu'on appelle les échelles tronquées, par exemple de mettre 3 critères positifs pour un seul critère négatif, ce genre de choses assez basiques et évidemment à bannir dans vos enquêtes. L'autre point, c'est tout ce qui est la navigation dans une enquête. Avoir une navigation facilitée, avoir ce qu'on appelle des questions à branchement logique ou alors des scénarios d'enquête qui puissent être pertinents et permettre à vos répondants de bien s'y retrouver directement. On aura également le 5e point, ça va être de sélectionner la cible avec précision. Contrairement à tout ce qui est enquête par téléphone ou courrier, notamment, l'email permet de toucher facilement et à faible coût l'ensemble de vos clients, l'ensemble de vos salariés, l'ensemble de vos fournisseurs selon la typologie d'enquête que vous allez faire.
Cependant, une grande diffusion, c'est pas forcément un gage de qualité d'enquête, ni de représentativité des réponses. C'est pourquoi il faut choisir en fait assez judicieusement les personnes que l'on va choisir d'interviewer, et ça va dépendre évidemment des objectifs de vos projets. On peut d'abord bien cibler les répondants. Pour ça, il faut que les personnes elles soient concernées par le sujet. Il faut qu'elles soient représentatives aussi d'une population étudiée. Pour vous donner un exemple, vous voulez faire une enquête de satisfaction client, et puis vous allez l'envoyer à toute votre base client. Sauf que parmi vos clients, il y a peut-être des gens qui vous ont rien acheté depuis 24 mois. Et peut-être que ces gens qui vous ont rien acheté depuis 24 mois, le souvenir qu'ils ont de vous, il est très diffus, puisqu'il date d'il y a 2 ans. Donc, ils se souviennent plus forcément de vous et de ce qu'ils ont acheté chez vous. Et à ce titre-là, vaut peut-être mieux pas les mettre dans le ciblage, parce que leur avis, finalement, de clients d'il y a 2 ans est peut-être plus pertinent aujourd'hui, parce que peut-être depuis, vous avez changé des choses également chez vous, et vous avez changé de processus, vous avez peut-être changé de produit. Et donc, leur avis est peut-être pas forcément pertinent. Deuxième chose, c'est de choisir la bonne taille d'échantillon. Donc ça, c'est toujours délicat. Ça dépend évidemment du contexte. Et là, des sociétés comme la nôtre, mais comme bien d'autres également, on peut être évidemment force de conseil sur le sujet. Pour vous donner des exemples que tout le monde connaît, les études politiques aujourd'hui se basent sur des échantillons de 800 à 1200 personnes, généralement, qui sont censées représenter le million de personnes potentiellement votantes en France. Et donc, par rapport à tout ça, on doit faire quand même des données qui sont censées être représentatives. Donc ça, évidemment, on a des éléments qui peuvent permettre de redresser, de faire ce qu'on appelle du quota, du redressement, etc. Il y a toujours des marges d'erreur, et quand on rentre là-dedans, il faut évidemment savoir bien faire les choses. Il y a des cas après très particuliers, évidemment. La représentativité de la donnée, elle est très différente selon la part de l'échantillon initial. Vous êtes une société qui a 200 clients en B2B, pour être représentatif, il vous faudra beaucoup plus en pourcentage de taux de répondants qu'une société qui aurait 200 000 clients pour être représentatif. Pareil, il y a des typologies de clients. Par exemple, vous êtes une société qui fait du B2B, vous avez que 30 clients. Possiblement, il vaut mieux éviter de faire une enquête par email, parce que si par email vous avez que 10 répondants, ce qui est très bien déjà, ça fait 33% de taux de retour. Finalement, vos résultats d'enquête, ils seront pas représentatifs, et votre enquête, elle est presque à mettre à la poubelle dans ce cadre-là, parce que c'est pas représentatif. Est-ce qu'on doit interroger tous ces contacts ? Pas forcément. C'est possible, évidemment, mais c'est peut-être pas la meilleure solution quand on a notamment beaucoup de contacts. Quand on a beaucoup de contacts, quand on est un grand vendeur du web, par exemple, on peut tout à fait imaginer justement échantillonner pour dire, voilà, moi j'envoie 50 000 colis par jour. C'est peut-être pas la peine d'inviter 50 000 personnes. Et inviter 5 000 personnes par jour suffit sûrement à avoir un taux de retour qui soit suffisamment représentatif. Là encore, ça dépend énormément des secteurs d'activité, ça dépend beaucoup des contextes dans les entreprises, et tout cela s'étudie évidemment en fonction de vos contextes dans votre entreprise. On aura également des choses assez différentes selon si on fait des enquêtes vers les salariés de l'entreprise, vers les clients, vers les fournisseurs. Les éléments vont être assez différents dans ce cadre-là. Pour le traitement des résultats, il est communément admis qu'il faut un minimum d'une centaine de répondants par segment d'analyse. C'est-à-dire que, admettons, vous aviez 1000 répondants, par exemple, mais vous avez en fait 22 agences. Et potentiellement, ça fait moins de 100 personnes par agence qui auraient répondu. C'est souvent pas assez représentatif par rapport à vous, votre entité. Et donc peut-être que pour avoir une analyse représentative, le filtre à mettre, ça devra peut-être pas être la maille agence, ce sera peut-être la maille de la région à l'intérieur de laquelle est située peut-être plusieurs agences, pour ne pas atteindre des niveaux qui ne seraient pas représentatifs par segment d'analyse. On a ensuite tout ce qui est le fait de soigner les emails, mais c'est soigner également la communication au sens large. La qualité d'un email, elle est déterminante pour réussir une enquête, et notamment pour le taux de retour. Quelques conseils là-dessus, c'est d'impliquer les répondants dès la réception de l'email, mais aussi du SMS. Quand on fait des enquêtes par SMS, ça va passer essentiellement par le nom de l'émetteur, le nom de l'expéditeur. Il faut qu'il soit reconnaissable, tout simplement, par la personne qui est censée vous répondre. On doit aussi soigner l'objet de l'email et donc le personnaliser. Il faut généralement utiliser ce qu'on appelle des verbes d'action pour ne pas masquer vos intentions, tout simplement. Et l'idée, ça va être de mettre quelque chose comme « donner votre avis sur »
votre opinion nous intéresse, participez à notre étude sur, etc. Il faut également respecter tout ce qui est les mentions légales. Selon les types d'enquêtes et de publics, il faut également mettre ce qu'on appelle l'opt-out, le désabonnement. Également, pourquoi pas préciser les éléments liés à tout ce qui est le consentement, le RGPD, etc. Sur tous ces éléments, nous, à Vocasa, on peut vraiment être force de conseil dans le détail sur ces sujets. Un autre point qui peut être très important sur la partie gestion des emails, on peut tout à fait imaginer mettre une question à l'intérieur de l'email, ce qui là aussi viendra faire actionner des réponses, parce que les gens, généralement, aiment bien cliquer. Et une fois qu'ils ont cliqué, si l'enquête derrière n'est pas trop longue, bah, ils auront tendance à finaliser votre enquête. Et ça aussi, ça peut être facteur d'un bon taux de retour. Toujours dans la partie soigner les emails, on va devoir se poser 4 questions. Et ces 4 questions, eh ben, elles doivent être répondues dans le contenu de l'email, tout en restant sur un email tout à fait synthétique. Moi, en tant que répondant, j'ai besoin de savoir pour quelles raisons on me sollicite et pourquoi moi, finalement, en particulier. Il faut nommer clairement la nature de l'enquête et pourquoi cette personne-là, moi, le répondant, j'ai été sélectionné pour répondre. Comme ça, notre mail ne sera pas confondu avec une publicité non sollicitée, du spam, etc. Le deuxième point, c'est ma motivation. Pourquoi répondrais-je à cette enquête? Quel est mon intérêt à y répondre? Les motivations de répondre à une enquête, elles peuvent être diverses. Ça va dépendre évidemment de la nature de votre enquête. À titre d'exemple, ça peut être de contribuer ou de collaborer à l'amélioration d'un produit ou d'un service, en vue que vous-même, en tant que client, vous puissiez en bénéficier par la suite. Ça peut encore être l'amélioration de son bien-être au travail ou celui de ses collègues, dans le cadre d'une enquête de climat social. En tous les cas, il faut toujours donner quelque chose de motivant pour répondre à un questionnaire. On doit également indiquer à quoi vont servir les résultats. Est-ce qu'ils sont anonymes? Donc, c'est le niveau d'anonymat lié à tout ce qui est enquête. Et donc, les résultats, ça peut être nous sommes soucieux de l'intérêt que vous portez à nos solutions. Et donc, on va faire une enquête à ce titre-là et ça va nous servir pour améliorer la qualité. Également, sur l'anonymat, si les résultats sont traités de manière anonyme, il faut l'indiquer. Si c'est indiqué uniquement à des fins statistiques, il faut l'indiquer également. Et c'est très bon de le préciser parce que certaines personnes sont très attachées à cela. Et c'est éminemment encore plus le cas dans tout ce qui est les enquêtes internes, les enquêtes liées à tout ce qui est les collaborateurs et les salariés. En revanche, si les informations elles sont traitées de façon nominative, pareil, il faut pouvoir l'indiquer, mais on peut tout à fait rassurer les répondants sur la non-communication de leur information personnelle à des tiers. Et à ce titre-là, de bien gérer ce qu'on appelle les données à caractère personnel, donc les DCP au sens du RGPD pour ceux qui sont familiers avec tout ça. Le dernier point, c'est de toujours préciser combien de temps dure le questionnaire. Et ça, c'est un point qui est très, très, très important. Il faut bien savoir qu'un questionnaire, même très bien fait, par exemple de 20 questions, peut mettre 2 à 3 minutes à répondre. Et donc, un questionnaire qui ferait 70 questions, lui-même peut peut-être plutôt mettre 12 minutes à répondre. Donc ça, c'est des points également sur lesquels on est capable de vous apporter des conseils, parce que c'est un vrai facteur de bon taux de retour que de l'indiquer directement. Et c'est pareil, selon comment sont construits les questionnaires, selon si on va plutôt mettre justement de l'iconographie avec des smileys, par exemple, etc., plutôt que de dire très satisfait, insatisfait, etc., de mettre des smileys, ça fait qu'il y a moins de choses à lire pour le répondant, et donc il va aller plus vite dans sa réponse. Donc il y a plein de petites techniques comme ça qui permettent aussi d'optimiser le temps de réponse d'une personne tout en ayant le même nombre de questions. Et donc il y a des points toujours d'amélioration dont on peut se doter. On va maintenant aller sur le 7e point, qui est le fait d'envoyer les invitations pour maximiser les chances de taux de retour en envoyant notamment les emails au bon moment. Envoyer les emails au bon moment, là, ça va dépendre énormément de votre secteur. Vous êtes beaucoup dans le webinaire, donc je ne vais pas pouvoir faire tous les secteurs sur tous les critères. Mais en tout cas, il y a quelques années, on pouvait vraiment constater que toutes les réponses aux enquêtes se faisaient de 9h à 18h. Quand je dis il y a quelques années, c'était avant l'avènement du smartphone notamment, où finalement, on est joignable par email tout le temps, partout dans notre poche. Depuis ce temps-là, évidemment, il y a beaucoup de réponses qui arrivent après 18h. Notamment pour les gens qui étaient avant la période que l'on vit actuellement, dans les transports, etc. Il y avait beaucoup de réponses qui se faisaient à ces moments-là. Ce qu'il est important de voir et de savoir pour vous, par rapport à nous, l'expérience qu'on a accumulée ces dernières années sur le sujet, c'est que dès le premier jour, généralement, vous allez collecter 65% de vos réponses potentielles. Car les gens, souvent, ils répondent tout de suite ou finalement jamais. Vous allez en collecter encore un petit peu 10%.
sur le deuxième et le troisième jour, parce que parfois il y a des gens qui peuvent regarder l'email sur leur smartphone et puis se dire « Oh, j'y répondrai plus tard quand je serai sur mon ordinateur », parce que finalement, ils préfèrent répondre sur un ordinateur. Il y en a aussi qui vont réagir de cette façon-là. Et là, derrière, c'est là où c'est très important, notamment d'être capable de pouvoir relancer les personnes qui n'auraient pas répondu ou répondu de manière partielle, parce que très souvent, au-delà des 3 jours, on a très très peu de réponses qui arrivent, sauf si vous aviez envoyé une enquête auprès de vos collaborateurs, par exemple, et vous l'aviez envoyé le vendredi après-midi. Là, il est possible que des gens vous répondent que le lundi ou le mardi suivant, évidemment. Donc là encore, ça va dépendre énormément des secteurs. Envoyer le bonjour à la bonne heure, là, il n'y a pas de moyenne. Il n'y a pas de grande tendance non plus. Ça dépend énormément de vos secteurs d'activité. Dans un check-out hôtelier, par exemple, vaut mieux envoyer directement à la sortie de l'hôtel, de la résidence hôtelière, du camping. Pour une enquête, pour un cabinet comptable qui fait que du B2B, il faudra peut-être envoyer à un moment de la journée qui est opportun, donc typiquement plutôt entre 10h et 17h, par exemple, donc d'avoir des plages horaires de ce type-là. Donc un outil moderne d'envoi d'enquête vous permet de sélectionner tout ça et vous permet de faire tout ça et de mettre ces éléments-là directement dans vos projets. On observe par exemple des bons taux de retour dans les enquêtes B2B le vendredi après-midi par exemple. Mais là encore, c'est pas le cas dans tous les secteurs d'activité. C'est un élément particulier sur certains secteurs. On peut maximiser évidemment le taux de retour avec tout ce qui est relance, notamment 10 ans par exemple, dernière relance avant clôture d'enquête ou des éléments comme ça qui peuvent fonctionner bien, notamment sur les enquêtes internes, sur lesquelles il faut être un petit peu plus vigilant sur les enquêtes de satisfaction client, généralement. Dernier conseil, il faut éviter de relancer les personnes qui auraient déjà répondu. Et ça, c'est ce que permettent pas trop les outils non professionnels là-dessus. Mais du coup, vous devez vous retrouver parfois à relancer des gens qui ont déjà répondu. Il n'y a rien de plus désagréable en tant que répondant que de recevoir un deuxième mail alors que c'est déjà des gens qui ont considéré de passer du temps pour vous répondre. Et ça, c'est assez négatif et ça peut venir casser un petit peu vos taux de retour pour la fois d'après où vous voudrez solliciter vos répondants. Le 8e point, c'est d'utiliser plusieurs moyens de communication. Parfois, vous pouvez vous dire, c'est bien, mais en fait, j'ai pas les emails moi de mes clients, ou alors mes emails sont remplis que à 7%, à 10%, etc. Il y a d'autres moyens de collecter de l'information. Il y a le SMS, par exemple. On peut envoyer des enquêtes par SMS. On peut afficher des pop-ins ou des boutons sur un site internet. On peut faire des éléments par QR code. On peut utiliser des bornes de tablettes tactiles. On peut utiliser les réseaux sociaux. On peut utiliser des sites d'avis également pour faire remonter de l'information. Donc là, on a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles on peut également vous conseiller, vous proposer. On a donné un autre webinar par le passé qui parlait véritablement de tous les modes de collecte avec les avantages et les inconvénients de chacun des modes de collecte. Parce que là, il y a un autre webinar complet à pouvoir passer sur le sujet. Et en l'occurrence, on a déjà mis à disposition de notre chaîne ce webinar-là. Le conseil sur les types de diffusion, c'est les taux de retour par mail sont encore très très bons aujourd'hui. Mais parfois il y a dans certains secteurs, ou alors si vous vous adressez à des personnes qui sont prospects, pas forcément clients chez vous, pour faire des études, notamment plus des études de marché ou des choses comme ça, il faut imaginer pouvoir proposer aussi une politique d'incentive, donc de motiver un petit peu le répondant avec des bons cadeaux à gagner par tirage au sort, des petites choses comme ça, qui peuvent être intéressants selon votre activité. Par exemple, vous êtes une grande chaîne qui vend des parfums, de mettre un bon cadeau de 100 euros ou de mettre 3 bons cadeaux de 100 euros par tirage au sort, c'est quelque chose qui peut motiver les répondants dans certains secteurs pour certains types d'études. Le 9e point, ça va être d'exploiter les résultats. Exploiter les résultats, c'est un bon projet d'enquête, c'est un projet qui sert à quelque chose. Ça doit servir à quelque chose parce qu'une enquête qui finalement ne vous servirait pas à prendre des décisions, autant pas la faire. Le but d'une enquête, c'est de faire bouger les lignes, c'est de prendre des décisions, c'est de vous améliorer. Et donc, dès le début d'un projet d'enquête, par exemple, dans un outil professionnel, vous allez pouvoir mettre en place un tableau de bord qui va pouvoir mettre à jour les données statistiques, les informations, les tris à plat, les tris croisés, les KPI, etc. vont se mettre à jour en temps réel. Et ça, c'est très important pour la communication en interne de l'enquête, voire pour une communication externe. Parce qu'on peut tout à fait imaginer donner accès à quelques résultats
aux KPI principaux à certains de vos clients ou à certains de vos collaborateurs quand vous faites de la satisfaction collaborateur. Donc là, l'idée, c'est toujours de présenter des analyses que vous aurez sélectionnées au préalable et qui sont maîtrisées, notamment quand on l'envoie vers l'externe. Quand ça reste à l'interne, on peut faire un petit peu différemment, mais il faut tout à fait maîtriser ces données quand on les envoie vers l'externe. On peut également informer et remercier les répondants, notamment avec ce qu'on appelle des alertes email par exemple, ou des emails de remerciement, tout simplement, qui peuvent contenir eux aussi d'autres informations, par exemple un lien pour aller consulter une petite partie du tableau de bord ou votre taux de satisfaction ou un lien vers vos réseaux sociaux, etc. Tout cela peut être très utile pour faire adhérer à votre enquête et pour ne pas lasser votre auditoire au fur et à mesure du temps. Le 10e point, c'est de démarrer une enquête sans encombre. Là, évidemment, si jamais c'est des choses qui vous intéressent, sur lesquelles vous vous posez des questions, on est tout à fait là à votre disposition pour pouvoir discuter, évidemment, de vos projets. Donc voilà pour les 10 grands conseils que je souhaitais vous présenter dans la demi-heure de temps qui nous était impartie. Je vais maintenant passer aux éléments de questions que peut-être vous avez déjà indiqués. Et donc, si vous souhaitez continuer à écrire des questions, n'hésitez pas, je vais commencer à y répondre directement maintenant. Alors, qu'est-ce que l'on m'indique? Est-ce que si l'on annonce le départ... alors, certains outils que l'on me cite, par exemple ici sur la première question, ne sont pas des outils justement RGPD. Et à ce titre-là, il faut faire très très attention sur ce type d'outil-là. Et par exemple, sur l'outil que vous citez en l'occurrence, c'est typiquement le genre d'outil qui fait peur un petit peu aux répondants. Je vais pas la citer, mais c'est une grande société américaine qui fait un petit peu ce qu'elle veut avec vos données, en l'occurrence, et donc les données de vos répondants, et qui à ce titre-là ne respecte pas du tout les critères du RGPD. Et donc les résultats en pâtissent généralement de l'utilisation de ce genre de solution, parce qu'également, vous n'aurez pas forcément votre charte graphique clairement identifiée, puisqu'on va identifier plutôt la société américaine que vous. Charlotte nous demande, c'est quoi un bon taux de retour? Là, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre forcément parce que ça dépend énormément de vos enquêtes, de vos critères, du nombre de clients que vous avez. Sur ces éléments-là, on peut évidemment vous conseiller. Donc, vous donnez une précision, Charlotte, sur 450 contacts, est-il possible de tous les cibler? Bien entendu, sur une enquête mail, c'est très facile à faire. Et par exemple, sur 450 contacts, typiquement un retour par exemple de 10% qui pourrait être très bien quand on a 100 000 contacts, sur 450 contacts, c'est tout sauf suffisant et ça vous fera des données qui ne seront pas représentatives. Là, donc, ce que vous me donnez, Charlotte, vous avez précisé à chaque fois. Donc, 450 contacts, 10 questions, 120 répondants. Ça peut suffire. 120 répondants dans ce cadre-là. Il y a des tests statistiques qui permettent de savoir la représentativité des informations. Et ça, c'est le genre de tests statistiques qui sont possibles à faire, notamment avec Vocasa. Donc là, ça s'étudie. Évidemment, ça va dépendre un petit peu de comment est constitué votre fichier à la base. Mais possiblement, ça peut suffire. Alors, je regarde si il y a d'autres questions. Tac, 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 tac. Alors, je sais pas, je vois pas forcément d'autres questions pour le moment. Donc, j'espère en tous les cas que ces conseils vous seront utiles pour bien conduire vos projets. L'idée, c'est vraiment de partager des bonnes pratiques pour que vous puissiez améliorer vos enquêtes au fur et à mesure du temps. Alors, s'il y a d'autres questions qui arrivent, pour le domaine de la food tech, quel moment est le plus approprié pour contacter les clients pour une enquête de satisfaction? Alors, c'est pas forcément relié à un domaine, ça va être plus relié, est-ce qu'on est sur un processus d'une livraison, d'un appel au support, de choses comme ça peut être plus relié à ce genre de moment-là, donc ça dépend du moment que vous souhaitez interroger. Ça, c'est le point qui est important. Donc là, Fabien, il faudra qu'on puisse creuser avec vous si ça vous intéresse, parce que le moment va être plutôt relié à la thématique de l'enquête plutôt qu'à votre secteur, dans l'occurrence. Dans le cas d'une enquête anonyme, pour une relance, comment expliquer de ne pas relancer
de ne pas relancer pas quelqu'un qui a déjà répondu puisque c'est anonyme. Alors, dans les enquêtes professionnelles, il est retenu d'avoir 3 niveaux d'anonymat. Le premier niveau, c'est un niveau nominatif. Vous savez qui a répondu quoi. Le dernier niveau, c'est le niveau complètement anonyme. On ne sait pas qui a répondu quoi et on ne peut pas non plus associer le nom d'une personne avec ses réponses et on ne peut pas savoir si la personne a répondu ou n'a pas répondu. On est sur un niveau complètement anonyme. Et donc, Cédric, pour répondre à votre question, c'est le niveau semi-anonyme qui est retenu dans ce cadre-là, où là, du coup, on va être capable de faire une enquête anonymisée vis-à-vis des réponses, mais pas vis-à-vis de la collecte. C'est-à-dire qu'on va savoir que Johan Duranton, par exemple, a répondu à l'enquête ou n'a pas répondu et donc pourrait être relancé. Par contre, on ne pourra pas associer les réponses de Johan Duranton, enfin les réponses à mon nom directement en l'occurrence. Et là, c'est ce qu'on appelle une enquête semi-anonyme. Et ça, les outils professionnels, notamment comme Vocasa, savent le faire évidemment. Comment faire lorsque nous avons des salariés pas tout à fait à l'aise avec les NTIC et que nous devons utiliser la version papier? Il y a encore des enquêtes qui doivent se faire par papier dans certains secteurs d'activité. Les enquêtes par papier peuvent tout à fait se saisir, se scanner, etc. pour être mis dans des outils. On peut tout à fait avoir des enquêtes qui sont à la fois envoyées par papier, à la fois envoyées par email. Il y a dans certains secteurs où ça se justifie encore. Néanmoins, évidemment, faire des enquêtes digitales vous gagne du temps, c'est certain. Quels sont les outils les plus judicieux d'administration et d'analyse? Évidemment, je vais plutôt vous conseiller Vocasa, qui permet de faire tout ce que l'on a besoin de faire dans une bonne enquête aujourd'hui, avec des analyses qui peuvent aller très loin, avec des KPI de production qui peuvent vous permettre de suivre des évolutions. Donc là, c'est évidemment, il faut des outils professionnels pour faire des enquêtes professionnelles. Marie nous demande, avez-vous des exemples de questionnaires thème l'accueil d'un service administratif, j'imagine? Oui, on travaille énormément avec les grandes administrations. Donc, on aura des exemples de thèmes sur tout ce qui est l'accueil dans des services administratifs. Alain nous demande comment choisir le canal d'enquête sur une activité food, B2C, B2B. Cas d'une première enquête, quel premier KPI suivre? Là, Alain, c'est typiquement le genre de choses où il faudra qu'on ait un échange plus dans le détail. Ça m'est difficile de répondre là tout de suite, mais sur une première enquête, sur des premiers KPI, c'est typiquement, on va forcément faire un taux de satisfaction sur une enquête de satisfaction. Que ça soit B2B ou B2C, ça aura peut-être pas forcément un grand impact, si ce n'est plutôt sur les moments d'envoi, par exemple. Mais après, sur une première enquête également, on pourra vous conduire à faire, par exemple, du Net Promoter Score, les grands indicateurs assez classiques. Charlotte nous indique, je suis animatrice en qualité. Dans le cadre de la démarche Calliope, nous devons faire des enquêtes. Je vous le confirme bien auprès de nos parties prenantes, y compris auprès de nos fournisseurs. Dur d'avoir un taux de réponse satisfaisant dans ce cadre pour ce type de répondant. Le conseil, là, c'est le moment de l'envoi. On fait des enquêtes pour les organismes de formation. Et là aussi, Charlotte, on saurait évidemment vous conseiller sur ces éléments-là. Puisque parfois le moment, le mode de collecte peuvent être autres que l'email. L'email peut être très utile, mais ça peut être d'autres modes de collecte. On peut imaginer le QR code, le SMS, la tablette. Alors c'est moins Covid évidemment la tablette en ce moment, mais il y a plein d'autres moyens possibles pour avoir un bon taux de répondants. Comment favoriser le taux de retour en version papier, Ophéline? Alors là, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment. Le format papier ne motivera pas à répondre à certains types de populations dans laquelle je me situe, pour le coup. Et là, ça va être très dur, moi, par exemple, de me motiver à répondre à un formulaire papier. Ça dépend énormément du public visé. Et là, parfois, il faut savoir faire du multicanal, parce que justement, vous aurez des personnes, souvent par rapport aux âges, évidemment, qui vont préférer le papier, d'autres qui vont préférer le digital. Et donc, à ce titre-là, il faut savoir adapter par rapport au contexte. Alors, bonjour, peut-on construire un tableau de bord personnalisé automatisé avec Vocasa pour l'analyse des résultats des enquêtes de satisfaction? Bien sûr, c'est complètement fait pour dans Vocasa. On a tout ce qui est tableau de bord qui permet d'aller très très loin. Angélique, votre outil permet-il l'enquête de satisfaction pour organismes de formation? Bien entendu, nous-mêmes, on est organisme de formation et on fait des enquêtes avec notre outil, donc je peux vous le garantir.
Pour une prestation longue durée, construction de piscine, combien de temps après la livraison conseillez-vous d'envoyer l'enquête? C'est très intéressant, Marie, comme question. Là, on est typiquement sur le genre de moment où il faut attendre qu'il y ait une expérience utilisateur avant d'envoyer. Et typiquement, pour une piscine, faut pas envoyer à J plus 24 heures date d'installation parce qu'il faut le temps que la personne puisse se baigner. Et là, la saisonnalité, elle va être importante. Si vous construisez une piscine au mois de février pour la personne, possiblement, là, pour le coup, ça pourrait être intéressant d'envoyer votre enquête qu'au mois de mai, juin, juillet, selon là où est construite la piscine. Donc, dans ce cas-là, là, on a une très forte saisonnalité qui vient jouer. Et typiquement, si on doit auditer de la qualité de l'usage, etc., il faut attendre qu'il y ait eu l'usage. Donc, dans le monde de la piscine, ça peut être important derrière. Blandine nous demande, l'hébergeur de données Vocasa est-il HDS? Donc, les données de santé, ça, on peut le faire. C'est des données, c'est des serveurs spécifiques qui coûtent beaucoup plus cher pour être tout à fait direct avec vous, Blandine. Donc, c'est des choses sur lesquelles qui peuvent se faire, mais c'est des budgets très, très importants, tout ce qui est hébergement HDS lié à tout ce qui est données de santé. Alors, j'ai, je pense, fait la liste de questions. Je n'en vois pas d'autres pour le moment. Donc, en tout cas, j'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions. J'ai des merci d'Angélique et de Marie. Je vous remercie aussi pour avoir posé des questions. C'est tout de suite plus dynamique et plus sympa. Alors, s'il y a encore d'autres questions, pour une enquête auprès des partenaires, quel est le bon moment pour adresser le questionnaire? Ça va dépendre du partenaire et de la thématique de votre enquête. Là, Michel, je peux pas vous répondre directement comme ça. Faudrait creuser votre sujet.